Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On n'en parlera jamais assez. Les greffes d'organes et de tissus sont devenues primordiales. Le projet de loi 125 a été adopté le 8 décembre dernier et, selon les dires de mon invité, vous en serez d'accord, j'en suis persuadé, c'était devenu primordial. Pour nous en parler, je reçois M. Normand Lemieux, infirmier ressources de Québec Transplant en Abitibi-Témiscamingue. Monsieur Lemieux, bonsoir. Bonjour. Monsieur Lemieux, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Vous partez d'Amos pour venir dans nos studios à Macamic. Et puis, je sais que vous vous promenez à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue. Je trouve ça, moi, extraordinaire, le rôle que vous jouez, parce que c'est un rôle primordial. Quand je dis que vous êtes seul en Abitibi-Témiscamingue, expliquez-moi une chose. Ça veut dire que vous allez à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue expliquer, donner des renseignements sur les dons d'organes et de tissus. Puis, lorsque une personne décède, qu'elle a signé sa fameuse carte, on va en parler, qui est excessivement important de signer. Vous devez rencontrer la famille, etc. Expliquez-nous un peu votre rôle dans ça. Bien, nous, on a beaucoup un rôle de sensibilisation, autant auprès du public et autant auprès des personnels infirmiers dans les hôpitaux, les urgences, les médecins, à reconnaître et à sensibiliser déjà que les personnels infirmiers soient sensibilisés à la cause du don d'organes. Et on connaît le nombre de gens en attente. Il faut penser que si on a des gens potentiellement donneurs d'organes, il faut les identifier. Et mon rôle arrive là. Quand on identifie un patient, on m'appelle et j'interviens auprès de l'équipe médicale et souvent, je me déplace auprès de la famille pour accompagner ces familles-là durant le processus. Fait que mon rôle, c'est de vraiment leur expliquer qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe avec la personne, pourquoi on est rendu à cette étape-là du choix de fin de vie de la personne. Et c'est un support que la famille a grandement besoin. Et on connaît le personnel de l'hôpital qui a beaucoup de travail, donc qui n'ont pas nécessairement le temps de prendre des 20 minutes, une demi-heure auprès de la famille pour expliquer ce qui se passe. Et mon rôle est là. Mon rôle est d'accompagner ces familles-là dans le processus. Est-ce qu'on peut dire, monsieur Lemieux, on parle de chez nous, là, Abitibi-Témiscamingue, est-ce qu'on peut dire que les gens sont de plus en plus sensibilisés aux dons d'organes et de tissus? Parce que je sais qu'il y a été un temps pas tellement lointain, une décennie environ peut-être, peut-être deux, peut-être même pas, c'est que les gens disaient, si tu penses que mon mari va décéder, là, il est sur le point de mourir, ils n'auront pas, il a enlevé 56 affaires, puis le coupaillé, puis etc. C'était ça un peu la mentalité. Oui, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, la population commence à être plus sensibilisée aux dons d'organes et de tissus? Oui, je pense qu'on en parle de plus en plus. Avec nous, comme présents dans les régions, puis partout, on est capable de dire aux gens vraiment comment ça se passe. Et quand je fais les conférences auprès des gens, bien, je leur explique comment ça se passe. On ne charcute pas personne, donc c'est pour ça qu'on enlève beaucoup les tabous qui se tournent autour du don d'organes. Il y en avait beaucoup de tabous. Hein? Il y en a beaucoup, puis quand tu regardes des films à la télé, souvent, ça devient comme tabou et ça devient faire peur aux gens. C'est ça. Mais par contre, on sent un virement dans le fond de la population de dire, oui, on n'est pas contre ça, mais il y a encore des gens qui ont une crainte toujours pareille. La crainte, elle est que quand ça arrive dans une situation d'urgence. Tu ne deviens pas donneur d'organes parce que tu es malade pendant 2-3 mois et tu deviens donneur. C'est souvent dans les 24-48 heures de l'accident ou de l'incident qui est arrivé qui fait que tu deviens donneur. Donc, c'est là qui est difficile à choisir à la famille parce que c'est un décès subi. Et tu dois décider rapidement qu'est-ce qu'on fait parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, le dernier choix de vie qu'on demande aux gens, c'est soit on procède au don d'organes ou on procède à la fin de vie. Okay. Donc, on laisse le choix à la famille parce que c'est pas à nous, personnel infirmier, de choisir pour la famille. Ça revient toujours à la famille. Mais malgré tout ça, on pense que les gens sont d'accord. Les gens vont nous dire oui, mais c'est pas tous les gens qui vont fameusement signer leur carte. Et le gros du travail qu'il y a à faire, c'est de dire aux gens, avertissez votre famille, informez vos conjoints, vos enfants que vous êtes pour. Qu'il n'y ait pas à choisir au moment où on fait la demande, elle voulait-tu et voulait-tu pas, est-ce que c'était dans des décisions à lui. Puis c'est là souvent que c'est tranchant puis c'est déchirant parce que t'as coup qu'il voulait pas puis moi je dis oui, fait que je vais aller à l'encontre de ça. Et c'est un peu pourquoi le projet de loi qu'on va parler, qu'on va mettre là-dedans, qui fait en sorte que les gens vont être au courant, puis ils vont être avisés, ils vont savoir la volonté de la personne et ça va leur donner un plus puis beaucoup moins de stress.
Et à ce moment-là, bien, ils vont être plus sereins. Et on sait que souvent, après le don d'organes, on fait beaucoup d'entrevues, puis on s'aperçoit que les gens, après avoir fait un don d'organes, se sentent quand même soulagés. Et ça soulage justement la peine d'avoir perdu quelqu'un. Oui, parce que au moins, il est pas son mort pour décès rien. aura servi à quelque chose. Exactement. À ce moment-là. C'est une continuité de la vie. C'est ça. Et c'est ce que les gens pensent de plus en plus. Le temps de réaction, c'est quoi? De réaction-action après le décès d'une personne. Est-ce que pour, je ne sais pas moi là, pour les reins, disons, est-ce que c'est le même temps de réaction que pour les yeux? Je ne sais pas pour le cœur. Je ne connais pas ça. C'est quoi le temps là, que la personne décède? On a combien de temps après son décès pour faire une transplantation? Un prélèvement d'organes. Un prélèvement d'organes. Bien, c'est dépendamment des cas, mais il y a des cas, c'est sûr que si tu as un accident de la route et puis que tu as un dommage cérébral, parce qu'il faut savoir que les gens qui deviennent des donneurs, c'est principalement des gens qui ont des dommages cérébraux. Okay. Donc, c'est un cerveau qui devient mort parce qu'il y a quelque chose qui irrigue plus le cerveau. Donc, un cerveau mort égale la mort. Donc, on dit aux gens, ton cerveau n'est pas guérissable, c'est pas quelque chose qui est récupérable, mais nous, on sait qu'avec nos soins intensifs, on peut maintenir ces gens-là. Et le processus pour le don d'organes vivant, c'est sûr qu'il faut que le cœur batte jusqu'au prélèvement d'organes. Okay. Donc, c'est la raison pourquoi on garde nos patients dans des soins intensifs. Et quand on transfère les patients vers les centres de prélèvement, bien, il faut que ces gens-là, il faut que le cœur continue à battre et les poumons continuent à fonctionner pour qu'on puisse bien irriguer nos organes pour transplanter aux gens. OK. Et le travail du personnel infirmier, c'est de s'assurer que les organes qu'on va prélever vont être en bon état. Donc, c'est un travail assez ardu, c'était très intensif. Mais l'accompagnement qu'on fait à la famille, c'est qu'on les explique à toutes les étapes qu'est-ce qui se passe. C'est sûr qu'ils devront peut-être choisir entre laisser partir la personne pendant peut-être une journée ou deux, le temps d'aller faire les prélèvements pour que le corps puisse revenir ici en région. Parce que ça ne se fait pas en région. Ça se fait pas c'est pas à 100% à la région. Ah, okay. Ça pourrait être fait dans la région, mais on comprend que si c'est fait dans la région, il y a beaucoup moins d'organes qui peuvent être prélevés. Okay. Donc, nous, ce qu'on s'assure de faire, c'est qu'on puisse prélever le plus d'organes possible parce que le don d'organes, c'est très important pour la famille de le faire. Donc, on leur dit, bien, c'est sûr que si on va à Montréal, on peut prélever le cœur, les poumons, le foie, les reins. Peut-être qu'on prélève en région ici, on n'aurait peut-être pas la chance de prélever autant d'organes, mais ça s'est déjà fait. Et je pense que si on commence à le faire plus régulièrement, on va pouvoir procéder aussi. Là. Mais là, il y a juste un petit bout là, que j'ai de la misère à saisir, là, oui. M. Lemieux. C'est qu'il faut que les reins fonctionnent, encore que le cœur fonctionne. C'est donc dire qu'on n'attend pas que le patient soit décédé? Non, il ne faut pas. Parce que si mon cœur est arrêté de battre, bien, il ne sera plus transplanté à la personne. Il n'y a plus de circulation sanguine. Donc, il faut poursuivre la circulation du sang. Il faut s'assurer que le patient... On appelle ça un maintien d'un donneur. Donc, on fait le maintien des organes vitaux du donneur par nos appareillages et nos médicaments. Exactement. Mais le patient, il est... Bien, son cerveau est mort. Entre parenthèses, c'est-à-dire, non, j'aime pas dire ça, là, ce n'est pas ça. Mais le patient, il est là, son organisme fonctionne encore, mais c'est tout. C'est tout. Il est maintenu artificiellement en vie. C'est le mot. Pour, justement, faire le prélèvement que vous avez à faire. Puis nous, on a des tests très spécifiques à faire et souvent, le test ultime, c'est le test là, on arrête le respirateur pendant quelques minutes et on demande à la famille d'assister à cet arrêt de respirateur-là. Ah, okay. Et là, ils se rendent compte vraiment que la personne ne respire plus d'elle-même. Donc, son cerveau lui donne plus la commande de respirer. Et c'est là qu'ils s'aperçoivent que vraiment, il n'y a plus rien à faire. Donc, si on continue à ne pas remettre le respirateur, bien, c'est sûr que le cœur va arrêter et la personne va décéder. Et il ne sera plus possible de faire le don d'organes. Aussitôt que le cœur arrête, autrement dit, c'est terminé. C'est terminé. Il reste toujours, comme vous parlez tantôt, des yeux et la peau, les tissus. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire après le décès. Par contre, en Abitibi-Témiscamingue, on n'est pas encore équipé, on n'a pas les infrastructures et le personnel pour faire les prélèvements de tissus. Mais quand j'envoie le patient à Montréal, oui, là-bas, ils peuvent le faire aussi. Donc, ça permet de prélever encore plus. Quand on parle de tissu, on parle de quoi exactement? Les tissus, on parle surtout de la cornée, donc pour la transplantation de la cornée, pour les yeux, pour avoir la vue aux gens qui ont... Souvent, les gens ont reçu des produits chimiques dans les yeux, ils sont devenus aveugles, ou par le feu ou n'importe quoi. Donc, ça a détruit la cornée, donc on fait des greffes de cornée. Il y a la peau aussi qui est utilisée pour les grands brûlés. Donc, ça l'aide beaucoup à refaire, à reconstruire la peau du patient grand brûlé. Donc, ça, c'est très, très aidant. On a aussi les os qu'on sert aussi pour la greffe des os, là, souvent en orthopédie. On se sert beaucoup de ça. Donc, les organes vitaux sont très, très réutilisables à plusieurs fonctions.
C'est donc dire, c'est sûr que moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une décision à prendre, mais quand on vous écoute, mais en tout cas, moi, il me semble que, mon Dieu, je peux, que ce soit mon père, que ce soit mon frère ou peu importe qui, on peut vraiment se dire, mais mon Dieu, prenez ce que vous avez à apprendre. Si on peut juste sauver une vie ou si on peut rendre donner la vue à une personne qui est aveugle, ben, je sais pas, moi, ça leur a servi à quelque chose. Puis il faut dire aux gens aussi qu'il n'y a plus d'âge pour le don d'organes. Les gens ils disent, moi, je prends des médicaments, mais exactement, je fais du diabète, je voulais des maladies graves. Mais dépendamment de votre état de santé tous les jours, si votre état de santé le permet, puis vos organes sont encore viables, on prélèvera peut-être pas tous les organes, mais si votre foie est encore très bon, on peut transplanter un foie, donc on sauve déjà une vie. Donc c'est pas rien, là. Le plus vieux donneur au Québec, il avait 88 ans. Ah oui. Donc, il n'y a pas d'âge vraiment à penser aux dons d'organes. C'est ça un peu que les gens peuvent penser et dire, bon, ben, moi, je suis rendu à 70 ans. On pense qu'à 70 ans, ils vont venir me chercher un morceau ou peu importe quoi. J'ai 70 ans à 2 heures, mon foie a 70 ans à 2 heures, mes reins ont 70 ans à 2 heures. Ils sont plus bons, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui ont été greffés avec des reins de personnes de 70 ans, puis ça fait 8 ans, 9 ans qu'ils sont greffés aujourd'hui, donc les reins sont encore très bien dans la personne qui va implanter. Que le temps passe très vite. Le projet de loi 125 qui a été adopté le 8 décembre dernier, parlez-nous, c'est quoi ce... Bien, en premier lieu, le projet de loi 25, c'était pour favoriser justement le don d'organes, et ce qui était mané de ça, c'est un registre provincial au don d'organes. Donc, c'est un registre-là, lui, il va faire en sorte que quand vous allez renouveler votre nouvelle carte d'assurance maladie, vous allez recevoir à l'intérieur un document qui va s'appeler « Signer don ». Et à l'intérieur de ça, vous avez un formulaire à compléter et vous dites que vous êtes consentant au don d'organes. Donc, c'est pour les gens qui sont d'accord au don d'organes. On complète le formulaire. On peut le faire parvenir directement à la Régie d'assurance maladie. Okay. Ou bien, quand on va faire la photo à la Régie d'assurance automobile, on remet le document au responsable de la Régie automobile et elle se charge de l'envoyer à la Régie d'assurance maladie. Quand on renouvelle notre carte d'assurance maladie, est-ce que ça fait longtemps, Monsieur Lemieux, que les gens doivent recevoir ce formulaire? Parce que moi, ça ne fait pas longtemps que je l'ai renouvelé et c'est la première fois que je vois ça. Ça a commencé depuis le 28 février seulement de 2011. C'est tout récent. Parce que ça a été voté en décembre, comme vous avez dit au début. Oui, le 8 décembre dernier. Depuis le 28 février, tous les gens qui reçoivent leur renouvellement de carte maintenant vont recevoir ce document-là. Moi, j'ai renouvelé la mienne, ça ne fait pas longtemps, mais c'est tout nouveau pour moi. Là. Mais en n'importe quel temps, vous pouvez contacter vous allez sur le site Internet de signerdonc.ca et vous allez pouvoir faire une demande pour recevoir le formulaire si vous voulez l'avoir avant. Ou vous appelez directement à la Régie d'assurance maladie pour leur dire je veux remplir un formulaire et ils vont vous le faire parvenir par le courrier. Donc c'est une nouvelle avenue que le ministère a mis en place. Et ça, ce que ça fait, c'est que nous, comme responsable en don d'organes, si on a un patient donneur puis que la famille n'est pas au courant de la volonté de la personne, bien nous, on pourra consulter ce registre-là au niveau des liens Internet avec des mots de passe. Et on va pouvoir avoir vraiment le document en main. Et on pourrait remettre à la famille. Bien, cette personne-là, oui, elle a fait la signature et on a déjà une copie. Donc, les gens disent « Ah oui, c'est vrai, elle a vraiment fait la demande, alors on va respecter sa demande. » Juste une question, Monsieur Lemieux. C'est important les personnes qui veulent faire un don d'organes, d'avertir ses proches. Exactement. C'est le plus gros. Le plus gros du problème, c'est l'avertissement de la famille. Parce que c'est sûr que c'est facile chez nous de signer ça puis l'envoyer, mais si tu n'en parles pas à ton conjoint ou à tes enfants, c'est là que ça devient plus difficile. C'est pour les gens qui restent, comme j'ai au début. Les gens qui restent sont pris avec la décision. Donc, c'est-tu vraiment ça qu'ils voulaient ou pas? Et les gens vont peut-être le dire pareil, oui, mais c'est vraiment la volonté de la personne, c'est ce qui est difficile pour enlever cette charge-là à notre famille, bien, je pense que ça vaut la peine de faire ce geste-là. Je pense que ça faisait un petit bout de temps que dans le centre de santé, en santé, on demandait au gouvernement de s'impliquer avec la population, de rendre public un registre ou peu importe quoi pour dire aidez-nous parce que on a besoin de greffe. Est-ce que vous sentez qu'avec ça, le gouvernement a été sensibilisé à la cause? Oui, beaucoup, beaucoup. C'est juste que le fait de mettre ça en place, c'est toujours plus laborieux que beaucoup de choses. On connaît maintenant le registre au niveau des notaires qui se fait depuis presque 4 ans aujourd'hui. Oui, exactement. Où eux autres font la même chose. Quand tu fais ton testament, tu peux faire la demande. Tu peux dire oui ou non au don d'organes et on a un registre aussi au niveau des notaires qu'on pourrait consulter là,
en n'importe quel temps aussi. Et dans la loi 125, ce qui facilite aussi le don d'organes, c'est l'aide financière qui est apportée. C'est exactement, je voulais en venir à ça, de compenser les donneurs vivants. Et voilà, parce que de plus en plus, on essaie d'avoir des donneurs vivants. L'année passée, on avait 38 donneurs vivants. Cette année, on était avec 50 patients qui ont fait des dons vivants. Donc, un don vivant, c'est que moi, je peux donner un rein à mon frère qui est compatible avec moi. On fait des échanges de dons d'organes, comme ça, entre personnes, entre familles. Ça peut se faire aussi entre deux couples qui décident de donner un organe à son conjoint. Comme on l'a vu il n'y a pas longtemps. C'est ça. Mais si vous n'êtes pas compatible, il y a peut-être un autre couple au Québec qui l'est. Donc, on peut faire une espèce de jumelage entre ces personnes-là. Donc, c'est très important. Mais il y avait le côté financier qui était difficile. Et souvent, les gens n'avaient pas la chance d'être rémunérés pour les dépenses parce que vous savez que pour se préparer à donner un don d'organe, il faut passer des examens. Oui, exactement. Il faut vraiment être bien en top On n'arrive pas du jour au lendemain et puis on prélève. Il faut se déplacer à Montréal vers les centres de transplantation. Donc, il y a des dépenses encourues au niveau du déplacement, au niveau de l'hébergement. Et ce que la loi 125 vient donner, c'est qu'elle vient donner un répit à ces gens-là. Et elle leur permet aussi de prendre des congés maladie pour aller faire la greffe. Avant ça, on n'avait pas. Souvent, l'employeur, il disait, prends ta démission et reviens si on a besoin de toi après. C'est ça, parce qu'ici, on parle d'une compensation pour les donneurs vivants pour les pertes de revenus, absence au travail de 4 à 6 semaines. Il n'y avait pas avant ça d'assurance salaire ni de CSST. Exactement. Même, il y avait menace de perte d'emploi. Ce n'était pas encourageant. Pas du tout. Parce que là, je peux perdre mon emploi. Là, voilà. Je veux bien aider, mais il faut que je travaille aussi. Puis la personne qui est en attente, elle refuse souvent qu'elle dit, va pas perdre tout ça, va pas perdre ta job, va pas faire ça parce que tu veux me donner ton rein ou tu veux me donner un organe. Parce que c'est trop, là. Puis principalement, ce qu'on fait, c'est vraiment pour le don de reins, parce qu'il y a presque 900 personnes sur les attentes pour les reins, principalement. Donc, il y a beaucoup de gens en attente pour un rein. Est-ce que les reins sont dans les principales demandes? Oui. C'est le plus gros. Après ça, c'est les foies. Après ça, c'est les poumons, les cœurs. Mais c'est vraiment le rein qui est en processus. C'est sûr que le rein, on peut vivre avec la dialyse. Oui. Mais la dialyse, c'est une autre vie, hein, donc il faut le penser. C'est complètement une autre vie, parce que je reçois ici des personnes... Puis on a un maximum de 5 000 quelques dollars là, qui est donné. 5 175 dollars qui est donné un maximum de dépenses qui est remboursé aux donneurs à ce moment-là. Alors, on dit qu'environ 32 personnes sont en attente en Abitibi, des médicaments pour soit un rein, foie, poumon, cœur. C'est quand même beaucoup. Beaucoup. Oui, effectivement. Alors, Monsieur Lemieux, merci infiniment. Et puis, on invite les gens surtout à signer leur carte de don d'organes et puis le formulaire qui est là, le demander, le signer et surtout avertir ses proches. C'est très important. Exactement. Monsieur Lemieux, merci infiniment, puis félicitations pour votre excellent travail. Vous avez un travail primordial et vous sauvez des vies continuellement. Puis je vous en félicite, Monsieur Lemieux. C'est le but du don d'organes, monsieur. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La 4e édition du Festival des langues sales est maintenant chose du passé. Alors, pour nous faire un résumé de ce festival, je reçois la porte-parole, Mme Julie Lahaye. Madame Lahaye, bonsoir. Bonsoir. Madame Lahaye, encore une fois, le 4e Festival des langues sales a été, encore une fois, une réussite totale. Oui, tout à fait. Écoute, c'est la 4e édition, puis encore une fois, on est très satisfait, autant là, au niveau de l'assistance que de la programmation. Tout s'est bien déroulé, donc on est bien heureux. Qu'est-ce qui fait que c'est la 4e édition? La première édition, c'est sûr, mais là, c'était un rodage. Ça, il faut le dire. Mais depuis la 2e édition, c'est un succès qui augmente d'année en année. Qu'est-ce qui fait que ce festival-là a tant de réussite? Bien, c'est certain que la première année, oui, c'est un peu de rodage. C'est sûr, je pense que le comité est le même, là, pratiquement depuis le début. Là, il y a quelques changements, mais c'est le même comité. Oui, exactement. Fait qu'il ne faut pas se cacher qu'à chaque année, on trouve qu'on s'améliore. On est de meilleur en meilleur. Cachez-vous-en pas, dites-le parce que c'est vrai. Mais c'est vrai que je pense qu'on développe des trucs au niveau de la programmation aussi. Peut-être qu'on cherche encore davantage chez Marie-Luce Doré qui s'occupe de notre programmation. Puis écoute, elle fait un travail formidable. Donc évidemment, elle a plus d'outils peut-être pour aller chercher les artistes. On travaille également beaucoup en collaboration avec Gaël Huot, qui connaît lui aussi là, au niveau du répertoire musical québécois, donc il peut beaucoup nous supporter là-dedans. Donc je pense que oui, au niveau de la programmation, et il y a aussi le fait que les gens nous font maintenant confiance.
première édition, deuxième édition, les gens, Festival de langue sale, c'est quoi ça? Ouais, mais maintenant, les gens osent venir voir des spectacles, même s'ils savent pas nécessairement c'est qui la tête d'affiche, c'est qui le nom, ils connaissent pas nécessairement le groupe, mais ils disent, on va y aller parce qu'ils ont toujours eu de la qualité. Fait que les gens nous font de plus en plus confiance, puis ça nous aide beaucoup. Parce que moi, je me souviens de la première édition, j'avais reçu ici Samuel Doré, dans la première édition. Puis, la première question que j'ai posée à Samuel, puis ça, je m'en souviendrai tout le temps, pourquoi Festival des langues sales? Parce que ça, j'ai dit, ça va dire les gens, Festival des langues sales, voyons donc, un festival de ça, ça se peut pas. Puis ça, là, je me souviens très bien, mais là, ça a fait son chemin, puis là, c'est rendu, ça se fait une renommée. Oui. Également. C'est sûr que le nom a fait parler. On se fait contacter par des médias en dehors de la région, puis c'est vraiment, ils ont accroché sur le nom. Langue sale, ça vient très accrocheur. Mais je pense vraiment que ça démontre très bien la thématique qu'on voit surtout dans le concours de bitchage de village, la fierté des gens, le petit bitchage qu'on va se faire d'un village à l'autre. Donc c'est là-dessus qu'on voulait jouer avec toujours amical, par exemple. Toujours amical. Faire attention. Toujours amical et toujours informatif aussi. On a eu c'est dans le but d'attirer des gens chez nous. Oui, et on a eu beaucoup de commentaires cette année des participants puis des gens qui ont assisté au concours de bitchage de village et tout le monde nous disait écoute, je suis jamais été visiter ce village-là, j'habite ici depuis 25 ans, je pense que je vais y aller parce que ils m'ont donné le goût d'aller le voir, ils m'ont parlé des attraits puis je veux y aller. Exactement, parce que le but premier, comme il y avait Sainte-Hélène, il y avait Saint-Vital, Colombo, Île-Népawa, Poulari. Oui. L'aspect et le numéro 1 de ça, c'est de faire connaître son village et de dire ce qui se passe dans son village pour attirer le tourisme dans son village. C'est ça, en fin de compte. C'est pas pour détruire son village. Et puis, Sainte-Rose ne détruira pas le village de Sainte-Hélène. C'est pas ça, absolument. C'est sûr qu'ils jouent au mon village est meilleur que le oui, c'est le jeu, là. C'est la game. Mais non, c'est vraiment informatif. Les gens, comme par exemple, cette année, ils devaient répondre à une question à savoir, il y a un touriste qui vient de l'extérieur et vous devez lui présenter votre village. Qu'est-ce que vous lui montrez? C'est quoi les plus beaux attraits touristiques? Fait que les gens présentaient un peu qu'est-ce qu'il y a à faire dans leur village, c'est quoi leur fierté locale. Donc, que ce soit le cercle de fermière, que ce soit le pont couvert ou quoi que ce soit. Tout ce qui se passe. Les gens présentent exactement tout ce qu'il y a dans leur village, puis on voit qu'ils sont très fiers. Puis t'entends le public qui vient de tel village, qui encourage, puis qui est vraiment fier de son village. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on voulait travailler. Puis en même temps, comme je vous dis, ça permet de découvrir les attraits touristiques, les produits régionaux, les produits locaux. Exactement. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, on peut dire que les participants dans le concours de bitchage, parce qu'il faut le dire que le concours de bitchage, c'est la clé. Oui. C'est l'événement de la fin de semaine. En tout cas, je suis certain, même s'il y a beaucoup d'autres événements, là, c'est sûr. Mais disons que le concours... C'est notre marque de commerce. C'est votre marque de commerce, exactement, c'est bien dit. Alors... il y avait pour Saint-Vital Isabelle Brochu, pour Colombo Nathalie Goulet, Île-Népawa, il y avait Sophie Ouellette, et Poulari, il y avait Samuel Doré. Et le village gagnant, ce fut Sainte-Hélène? Oui, Sainte-Hélène-au-Mansbourg avec Carl Bergeron. Oui, qui a très bien défendu son point de vue. Donc, c'est ça. En fait, c'est sûr que c'était peut-être celui qui avait le plus de réparties, puis peut-être le plus d'arguments. Eh bien, les gens ont décidé que c'était Sainte-Hélène, le meilleur village cette année. Moi, quand j'ai vu ça, là, Madame Lahaye, quand j'ai vu ça, moi, parce qu'on connaît bien Samuel Doré. Oui. On le connaît bien. Oui, surtout dans le contexte du festival. Puis, il est capable de vendre un frigidaire aux Esquimaux, ou à peu près, OK? Oui, je le crois. Je n'ai rien contre Carl Bergeron, là, de Sainte-Hélène. Je ne le connais pas. Il a sûrement très bien défendu son village parce qu'il a gagné. Mais moi, j'aurais mis un petit 2 sur Samuel Doré. En fait, cette année, ce qu'on s'est fait dire par le public qui a assisté là, aux 4 éditions du concours de bitchage, il semblerait que cette année, c'était l'année la plus relevée. Donc, il paraît vraiment que c'était une compétition très serrée. On se bitchait à l'amical. Oui, et que tous les participants avaient une qualité de préparation très grande. Ça, les gens nous l'ont souligné à quel point ils étaient impressionnés de voir que les gens n'arrivent pas là en faisant de l'impro, où ils ont fait des recherches sur le village, puis ils sortent vraiment des informations. On voit qu'ils se préparent. Là. Ils se préparent, exactement. Oui. Ça doit être difficile à juger. Qui juge ça? C'est le public. C'est le public en général. Donc, après la prestation, on distribue les bulletins de vote. Ensuite, il y a toujours une activité. Donc, cette année, c'était le spectacle de notre porte-parole pendant que nous, on fait le décompte des votes. Et ensuite, le gagnant est annoncé. Mais c'est vraiment le public qui juge.
Dans le programme 2011, qui était un très beau programme, mais comme les autres programmes, et comme 2012 aussi, j'en suis persuadé, le sera, il y avait des artistes de la région qui se sont produits aussi. Oui, on a eu Marie-André Gontier, qui est une jeune fille de Barrault. Donc, ça l'a très bien été. Elle a présenté des pièces. Elle n'a pas encore d'album, donc c'est vraiment des exclusivités. On ne peut pas l'entendre à la radio, on ne peut pas l'acheter malheureusement encore. Mais elle a présenté une bonne demi-heure de spectacle. Ça a été très apprécié. Puis elle a beaucoup aimé son expérience aussi. Ensuite, on a eu Chantal Archambault, donc qui est de plus en plus connue, donc une fille originaire de Val-d'Or, qui a déjà 2 albums à son actif, qui a reçu beaucoup de récompenses là, dernièrement, que ce soit au niveau régional ou provincial. Donc, c'était la 2e fois qu'on l'avait. On était très fiers qu'elle vienne présenter son 2e album également. Donc, c'était principalement... Puis, il y avait aussi le groupe Lubic, qui, lui, était le samedi soir. Donc, un groupe de la serre, un groupe rock. Donc, du rock francophone. Des fois, on oublie que ça se fait du vrai rock francophone. Mais eux nous l'ont démontré. Là, ça a été très apprécié. Ils ont rempli la salle. Zébulon aussi, là. Mais eux autres aussi ont rempli leur salle. C'est donc dire que, artistes de la région, on en a beaucoup d'artistes en région et on a d'excellents artistes en région. Puis la preuve, puis moi, j'aime ça quand un organisme, peu importe lequel, mais se dirige vers les artistes de la région. On est capable chez nous de donner un bon spectacle. Et vous le prouvez, puis ces artistes-là le prouvent à chaque fois qu'ils sont invités dans un spectacle donné. Alors moi, je vous félicite et les personnes qui ont à choisir ces artistes-là, parce que c'est faire connaître les artistes de chez nous. Les artistes sont nombreux et ils sont bons. Mais c'était vraiment une volonté du festival, là, non seulement la fierté locale, mais aussi la fierté régionale de nos artistes, que ce soit, peu importe là, le mode d'expression artistique, là, que ce soit le chant, le conte, l'humour. On est fiers d'avoir des gens régionaux. Entre autres, notre porte-parole également est un gars de Val-d'Or. Oui, parce que je voulais emmener justement qui a donné un spectacle également. C'était Déric Frenette? Déric Frenette, qui a donné son spectacle durant justement la compilation des votes du concours de bichage. Donc, c'est un jeune humoriste qui commence. Donc, il y avait déjà des gags, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il les a tous adaptés à la réalité de l'Abitibi-Ouest et de l'Abitibi en général, avec des blagues sur les villages. Donc, les gens ont vraiment apprécié qu'ils prennent le temps d'adapter ces gags au village, aux localités de l'endroit. Puis, il a fait vraiment un travail excellent. Là, on est très fiers. C'était nouveau, ça, un président d'honneur? Oui, c'était la première année. Et de un, on se disait, c'est la première année qu'on vole de nos ailes, donc on voulait peut-être quelque chose de changement. Mais c'est également le fait que, faut pas se le cacher, c'est beaucoup d'organisations durant le festival. Nous, on est un peu partout. Donc, d'avoir une personne qui assurait l'animation, la coordination des spectacles, ça faisait un point de référence pour le public à tous les spectacles. Donc, pour ça, nous, c'était l'idéal. En terminant, Madame Lay, une 5e édition en 2012? Ah, c'est certain. On travaille, on a déjà commencé, on travaille déjà là-dessus. Alors, bon succès pour une 5e édition. On va vous recevoir sûrement pour cette édition-là. Et félicitations au Festival des Langues Sales pour ce 4e festival qui est chose du passé, mais qui va rester dans les archives, j'en suis persuadé. Et félicitations à vous et à toute l'équipe également. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.